Je vais vous parler de morphosémantique. Morphosémantique consiste à montrer qu'une langue est structurée en tant que telle, et qu'elle n'a pas besoin d'un texte particulier pour exister. Autrement dit, une langue qui se respecte doit avoir son propre message et son propre langage, en quelque sorte. Par-delà tout ce qu'on peut en faire, tout ce qu'on peut en tirer en faisant des phrases. Alors, je donnerai deux exemples. Ce qui fait le propre d'une langue, ce ne sont pas à la limite, ce ne sont pas les signifiés, mais les signifiants. C'est-à-dire que ce sont les mots eux-mêmes qui forment la langue et les connexions qui existent entre ces mots structurellement et morphologiquement et pas seulement sémantiquement. Parce que les liens sémantiques englobent les synonymes, c'est-à-dire des mots qui ne se ressemblent pas et qu'on va mettre dans le même sac, ce qui est propre d'ailleurs à la langue anglaise en particulier. Une langue qui a beaucoup emprunté, tantôt dans un champ sémantique donné, eh bien tantôt on a un mot qui vient de telle racine, tantôt un autre mot qui vient d'autre racine, même pour des choses aussi simples que par exemple finir, alors c'est finish en anglais, mais on a quand même end pour dire, ou ending pour dire la fin. Bon, ben ça c'est complètement ridicule, de même qu'on a man pour dire l'homme, mais on a human pour dire humain, etc. On pourrait ajouter des exemples, enfiler des exemples, enchaîner des exemples. Ça, c'est le premier niveau que je voulais aborder. Et ça, la langue française, de ce côté-là, est beaucoup mieux lotie, beaucoup mieux conservée dans sa structure primordiale que la langue anglaise, qui est une sous-langue, en fait, qui est un patois du français, et un patois germanique. Mais il y a un autre degré de perfection d'une langue qui consiste à tenir compte de la structure même des lettres. J'en ai parlé à plusieurs reprises ces derniers jours à propos de la dialectique du Aleph et du Shin. C'est-à-dire que finalement, il y a là déjà dans la langue une dimension positive et négative. Donc il y a déjà du signifié dans la langue, notamment ce que je disais à l'instant. En hébreu, mais pas dans n'importe quelle langue. C'est ça aussi le problème. Croire que l'on peut dire la même chose pour toute langue, c'est l'imposture. Il y a des langues qui se prêtent à certains traitements et d'autres qui ne se prêtent pas à ce traitement. Il faudrait quand même commencer à le comprendre, cela, au lieu de mettre tout le monde sur le même plan, toutes les langues sur le même plan. Alors, je vais continuer un petit peu mes illustrations de cette thèse que j'ai déjà développée à quelques reprises. Par exemple, il y a d'un côté en hébreu le Aleph, de l'autre côté le binôme Shin-Tav. Shin-Tav, qui sont les deux dernières lettres de l'alphabet hébreu. Alors, jusqu'à présent, j'avais parlé que de rapport entre Aleph et Shin. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, il fallait élargir à Aleph d'un côté et Shin-Tav de l'autre. Et on a des choses très intéressantes à ce niveau-là, puisque dans la construction de la grammaire hébraïque, et je prendrai l'exemple du futur, parce que j'appelle futur, le Aleph est la marque de la première personne, et le Tav, la marque de la deuxième personne. Ani eshte, je boirai, ata tishte, avec un Tav, tu boiras. Et
Euh, le, euh, de même que par exemple dans le décalogue, on a Anochi, quand c'est Dieu qui parle, et les commandements sont généralement lotase, lotigno, etc. Donc là aussi, le Aleph du Anochi et le Tav qui s'adresse, qui est précédé d'une négation, ça c'est pas un problème, qui s'adresse à l'autre. Et il est évident que le maître, lui, est représenté par le Aleph, et celui qui doit écouter, qui doit exécuter, est représenté par le Tav. Quand on dit je, ça n'a pas du tout la même signification que dans je dis tu. Tu, c'est toi, tu dois faire ça. Tu vas tuer l'autre. Alors, j'ai établi une petite liste comme ça qui complète celle que j'ai faite jusqu'à présent. Mais je voudrais quand même préciser que, ce qui n'a peut-être pas été fait par tout le monde, que le ata, ani ata, le ata donne en réalité, ce qui est important de le ata, c'est le tav. Dans le ata, il y a le tav qui est la deuxième personne, qui est le préfixe de la deuxième personne du singulier, mais aussi d'ailleurs du pluriel. Parce que ce que je viens de dire vaut aussi bien pour la première personne du pluriel et du singulier que pour la deuxième personne du pluriel et du singulier. Parce que anachnu est avec un aleph pour dire nous, comme ani, et at fait référence aussi à atem pour le pluriel de la deuxième personne. Donc ça, c'est très clair. Et je vous donnerai comme ça, donc en passant, quelques autres exemples. Shlili. Shlili, c'est ce qui est négatif. Et d'ailleurs, on a une expression dans la littérature yiddish, etc. Shli mazel, c'est celui qui est né sous une mauvaise étoile, un mauvais mazal, l'opposition du mazal tov. La faute, c'est la shgia. L'erreur, la bêtise, c'est la shtut. Le fou, c'est le meshuga. Et bien entendu, nous avons la Shoah, qui est la catastrophe qui a coûté la vie à plusieurs millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, voyez-vous, on s'aperçoit, et moi-même je dois faire mon autocritique parce que je connais l'hébreu depuis très longtemps, depuis 19 ans, enfin, et j'ai découvert en 67, donc j'avais pas encore 20 ans. Et je n'avais pas compris que l'hébreu était une langue différente du français et qu'il avait cette structure interne que n'a pas le français, et que d'ailleurs n'ont pas d'autres langues. Peut-être d'ailleurs l'arabe, qui est une langue sémitique, a les mêmes structures que l'hébreu. Il faudrait que l'arabe serait dans le même champ morpho-sémantique que l'hébreu, ce qui est à vérifier, mais enfin c'est une possibilité. Donc c'est une révolution sur le plan linguistique, puisque on s'aperçoit que il n'y a pas d'arbitraire de la langue, au sens de, en tout cas, que les langues sont capables de se construire une structure duel qui correspond à Aleph d'un côté et à Shin Tav de l'autre côté. Bon, on s'arrêtera là.